Un magnate solitaire de 50 ans, Olivier Delacroix, suit le garçon de 8 ans qu'il ignorait chaque jour et qui lui demandait toujours à manger. Et ce qu'il vit changea sa vie pour toujours. La pièce de 10 € tomba sur le trottoir mouillé d'une petite ville de province, rebondissant avec un son métallique et froid qui se perdit entre le rugissement du trafic et la fine pluie matinale. Le garçon, un haillon et des os recroquevillés sous le seuil d'une boulangerie fermée, se jeta dessus avec la vitesse instinctive de celui qui craint que le monde ne lui arrache à tout moment. Ses petits doigts, rougis par le froid, se refermèrent sur le métal. « Dieu vous bénisse, monsieur » murmura-t-il d'une voix rauque qui parvint à peine à s'élever au-dessus du murmure de la pluie. Il ne leva pas les yeux. Olivier Delacroix s'éloignait déjà, ajustant le col impeccable de son manteau de cachemire. Ce geste était un rituel vide, un acte d'auto-absolution, une pièce pour faire taire la légère piqûre de culpabilité qu'il ressentait en voyant la misère des autres. C'était sa transaction quotidienne. 10 € en échange de l'illusion d'être une bonne personne, un prix ridiculement bas. Mais cette nuit-là, quelque chose l'arrêta. Ce ne fut ni la voix du garçon ni son état de dénutrition évident. Ce fut un son minuscule et complètement étranger à cet endroit. Du fond du baluchon de couverture sale et effiloché que le garçon serrait avec une férocité protectrice s'éleva un gémissement, un doux, faible vagissement de dépendance absolue. Ce n'était pas le son d'un animal, c'était le son d'un bébé. Olivier se retourna lentement, son esprit rationnel, toujours agile pour trouver des explications logiques et froides, refusa de traiter ce que ses sens lui disaient. Le garçon, percevant son regard fixe, se recroquevilla encore plus sur lui-même, serrant le paquet contre sa poitrine avec une obstination désespérée. Ses yeux, immenses et sombres sur un visage émacié, rencontrèrent enfin ceux d'Olivier et en eux, il n'y avait ni supplication, ni gratitude, seulement une peur primale et un avertissement silencieux. « Qu'est-ce que c'est » La voix d'Olivier sonna rude, étrange, même à ses propres oreilles, coupant l'atmosphère humide et grise. Le garçon secoua la tête d'un mouvement presque imperceptible, serrant ses lèvres gercées. Son petit corps était une barricade. « Rien, monsieur. Merci pour la pièce. Vous pouvez partir. » La phrase, dite avec une courtoisie apprise de la rue, sonna grotesque. Un script mal répété au milieu d'une vraie tragédie. Olivier fit un pas en avant. L'instinct, quelque chose qu'il croyait atrophié par des années de décisions calculées, le poussait. L'odeur d'humidité, de vêtements mouillés et de quelque chose de douceâtre et d'aigre, du lait aigre peut-être, lui frappa les narines. « Laisse-moi voir » insista-t-il. Et son ton n'était plus celui de la curiosité, mais d'une autorité qui n'admettait aucune réplique. Le garçon recula mais heurta le mur froid. Il n'avait nulle part où fuir. Un tremblement incontrôlable parcourut son corps mince. Ses yeux se remplirent de larmes qu'il refusait de verser. « S'il vous plaît » murmura le garçon. Et ce seul mot contenait tout un univers de supplication et de terreur. « Ne les emmenez pas, s'il vous plaît. » Olivier, agissant par une impulsion qu'il ne pouvait expliquer, s'agenouilla. La boue du trottoir imprégna immédiatement le tissu impeccable de son pantalon, mais il ne le remarqua même pas. Son monde s'était réduit à cet espace de béton sous la fine pluie. Il tendit une main non vers le garçon mais vers le paquet de couverture. Le petit tressaillit mais ne bougea pas, comprenant que la lutte était inutile. Il permit à Olivier, avec une maladresse qui lui était complètement étrangère, d'écarter des doigts engourdis par le froid un des coins de la couverture. Et alors Olivier Delacroix, l'homme qui avait négocié des contrats de milliards, retint son souffle. Deux petits visages incroyablement petits apparurent entre les lambeaux de tissu. Une peau si pâle qu'elle brillait presque d'une lumière fantomatique dans la pénombre, des cheveux fins comme de la soie sombre et humide et deux yeux énormes et d'un bleu profond qui s'ouvrirent lentement, regardant vers le haut sans être aveuglés par la faible lumière du réverbère. C'étaient des bébés jumeaux, à en juger par leur taille identique et leurs minuscules traits se reflétant l'un l'autre. L'un d'eux ouvrit sa petite bouche dans un bâillement minuscule et fragile, émettant un autre faible gémissement. L'autre se contenta de regarder avec une gravité ancienne et désolante. Olivier retira sa main comme s'il avait touché du feu. La réalité, crue, brutale et indéniable, le frappa avec la force d'un coup de marteau. Ce n'était pas une hallucination, pas un truc. C'étaient deux bébés nouveau-nés, enveloppés dans des chiffons sales, dans les bras d'un autre enfant qui ne pouvait avoir plus de 7 ou 8 ans. « Mon Dieu » dit-il, et l'air lui brûla les poumons. « Quoi ? Qui sont-ils ? D'où viennent-ils ?
Le garçon, voyant que le secret était découvert, s'effondra. Ses épaules flanchèrent et les pleurs qu'il avait retenus éclatèrent en spasmes silencieux qui secouèrent son petit corps. Je les ai trouvés, sanglota Arthur, serrant les bébés contre sa poitrine comme s'ils étaient la seule encre au milieu de sa tempête. Hier soir, derrière la benne, derrière le bistrot Le Cheval Blanc, ils étaient seuls, ils pleuraient. L'image nette et horrible se forma dans l'esprit d'Olivier. La nuit froide précédente, l'obscurité poisseuse d'une arrière-cour de bistrot, le son déchirant de nouveau-nés abandonnés parmi les ordures, et ce garçon, ce petit et fragile sauveur, les trouvant. Et tu ne l'as dit à personne, à la police, aux services sociaux? La voix d'Olivier tremblait d'incrédulité. Le garçon nia avec véhémence. La panique revint dans ses yeux. Non, il ne les emmènerait pas. Il les mettrait dans un trou ou les laisserait là où ils étaient. Je les garde. Je peux. L'affirmation était d'une bravoure déchirante et d'une terrible naïveté. Comment? Demanda Olivier. Et sa voix n'était qu'un murmure rauque. Comment peux-tu t'en occuper? Je trouve de la nourriture, dit le garçon avec une pointe de fierté désespérée dans la voix. Du lait, parfois du lait concentré dilué avec de l'eau. Je leur donne avec le doigt et je les garde au chaud, toujours au chaud. Olivier regarda les couvertures, elles étaient humides. Il regarda la veste fine et déchirée du garçon. Il regarda les visages pâles des bébés. Un frisson d'horreur lui parcourut le dos. Le lait concentré dilué avec de l'eau, le froid qui s'infiltrait, la vulnérabilité absolue. Ils étaient vivants par miracle, par l'instinct de protection entêté et féroce de ce garçon qui n'était guère plus qu'un bébé lui-même. Ils ne peuvent pas rester ici, dit Olivier, et son ton était maintenant urgent, pratique. La partie de lui qui résolvait les problèmes avait pris le dessus, enterrant temporairement le radar d'émotion. Ils vont mourir. Tu dois comprendre. Ils vont tomber malades. Le garçon le regarda et pour la première fois, ses yeux montrèrent autre chose que de la peur, une profonde désespérance. Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Cria-t-il, et sa voix se brisa. Je n'ai personne. Ils ont besoin de moi. Ils sont à moi. La déclaration résonna dans l'air humide, chargée d'une possession terrible et tragique. Ils étaient tout ce qu'il avait. Olivier resta paralysé. La logique lui dictait d'appeler la police, une ambulance, de se laver les mains de l'affaire et de retourner à sa vie ordonnée. Mais quelque chose s'était brisé en lui. L'image des 3 enfants. Un trio d'abandonnés s'accrochant les uns aux autres dans un monde qui les avait rejetés. Cela lui transperçait l'âme. Il ne pouvait pas s'éloigner. Pas cette fois. Où habites-tu? Demanda-t-il, sans vouloir connaître la réponse. Le garçon se méfia immédiatement. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas rester ici dans la rue. Il pleut, il fait froid. Ils ont besoin d'un endroit sûr. Il regarda les bébés. Il y eut un long silence. Le garçon évalua Olivier. Il évalua son manteau cher, ses chaussures propres, ses mains soignées. Il évalua la préoccupation authentique qui troublait maintenant ses yeux. Une émotion que le garçon, expert en lecture des adultes, reconnut comme réelle. La nécessité de protéger les bébés était plus forte que sa peur. Par là, murmura-t-il finalement, la tête baissée, dans la cité des Rosiers à Chinon, un endroit. Olivier hocha la tête, son cœur battant contre ses côtes. D'accord, emmène-moi là-bas. Le chemin fut une procession silencieuse et surréaliste à travers les rues qui s'assombrissaient. Olivier, le magnate, marchant aux côtés d'un enfant de la rue qui portait 2 bébés abandonnés. La pluie trempait les cheveux parfaitement coupés d'Olivier et glaçait jusqu'aux os les haillons du garçon. Les gens passaient à côté d'eux, absorbés par leur propre vie, sans prêter attention au tableau vivant de désolation qu'ils avaient devant eux. La cité des Rosiers était un monument à l'abandon. La façade de ciment était couverte de graffitis et les fenêtres basses, dont beaucoup étaient cassées ou barricadées avec des planches, ressemblaient à des yeux aveugles et hostiles. Une odeur pénétrante d'urine, d'humidité et de désespoir flottait dans l'air du hall où les ascenseurs, bien sûr, étaient en panne. Par ici, dit le garçon se dirigeant vers une porte métallique qui menait aux escaliers. Ils montèrent les escaliers de ciment, éclairés à peine par des ampoules nues qui clignotaient par intermittence. Le son de leurs pas résonnait dans le vide, accompagné par le faible murmure de la télévision ou des discussions qui filtraient par certaines portes chaque fois qu'ils passaient devant un appartement. Le garçon pressa le pas, baissant les yeux.
Finalement, au 4e étage, il s'arrêta devant une porte marquée d'un numéro, mais il ne s'y dirigea pas. Au lieu de cela, il s'accroupit au fond du couloir où la lumière était plus faible et écarta d'un pied doux une section du sale panneau de plâtre qui semblait être lâche. Cela révéla un espace sombre derrière le mur. « C'est ici, dit-il d'une voix qui était presque un murmure. Olivier regarda le trou, une incrédulité nouvelle et plus profonde s'emparant de lui. « Ici, tu vis ici ?» Le garçon hocha la tête, se glissant à l'intérieur avec la facilité de l'habitude. Olivier, avec beaucoup plus d'effort, dut se baisser et presque ramper pour le suivre. L'espace était étroit, une sorte de vide d'accès entre deux appartements, peut-être une erreur de construction ou un espace pour des tuyaux jamais terminés. Il ne mesurait pas plus de 2 mètres de large sur 3 de long. Et le plafond était si bas qu'Olivier ne pouvait pas se tenir complètement debout. Et alors l'odeur le frappa. C'était l'odeur de la pauvreté absolue, plus intense, plus concentrée que dans le hall. Odeur de sueur froide, de vêtements non lavés, de corps qui n'avaient pas connu l'eau chaude depuis des jours. Et de nouveau cette tenace odeur aigre de lait régurgité et de couches sales qui n'étaient pas des couches mais des chiffons réutilisés. La pénombre était presque totale, seulement brisée par un faible filet de lumière qui filtrait d'une petite grille de ventilation en haut d'un mur, illuminant la poussière qui dansait dans l'air immobile. Alors que ses yeux s'ajustaient à l'obscurité, la pièce, il ne pouvait pas l'appeler autrement, commença à prendre forme devant lui. C'était un cubicule. Il n'y avait pas de meubles, pas de lit, pas de chaise. Dans un coin, une pile de vieilles couvertures et de journaux froissés formait une sorte de nid, un lit improvisé. À côté, une petite pile de boîtes de conserve vides, propres comme si quelqu'un avait essayé de lécher jusqu'au dernier reste de nutriments. Plusieurs bouteilles en plastique d'eau, certaines propres, d'autres troubles, et un carton de lait de supermarché vide et écrasé. Au centre du nid de couverture, le garçon était agenouillé, déballant avec une tendresse et un soin qui déchiraient le cœur d'Olivier. Il posa doucement les 2 bébés sur le tissu le plus propre qu'il put trouver. Un vieux pull en laine râpé mais qui semblait sec, et commença à les examiner avec une minutie qui parlait de jours de pratique angoissée. Il leur tâta le front, leur essuya l'humidité du visage avec la manche de sa propre veste et berça un petit pleur qui commença à surgir de l'un d'eux. « Chut ! Mon petit !» « Ça va » murmura-t-il d'une voix qui était une caricature de la voix d'une mère. « Le petit lait arrive. Arthur t'apporte du lait. » Arthur, le garçon, avait un nom. Olivier s'appuya contre le mur froid de ciment, sentant ses jambes se dérober. La scène était trop crue, trop réelle. Chaque détail était un poignard. La précision avec laquelle Arthur connaissait le rituel. Chercher une bouteille d'eau à moitié pleine. Verser une minuscule quantité de lait concentré d'une petite boîte Bosley qu'il sortit de sa poche. Agiter le mélange avec un doigt propre ou du moins le plus propre qu'il pouvait être dans cet endroit. Et puis l'acte final de l'alimentation. Il s'agenouilla devant les jumeaux, mouilla le bout de son petit doigt dans le mélange sucré et l'approcha des lèvres du bébé qui geignait. Le nouveau-né, mu par l'instinct le plus élémentaire, suça le doigt avec une avidité désespérée, avalant le pauvre substitut du lait maternel. Arthur répéta encore et encore avec une patience infinie, se balançant légèrement sur ses talons, fredonnant une chanson sans paroles, une mélopée monotone et rassurante. L'autre bébé, silencieux et observateur, reçut le même traitement préventif. Arthur ne faisait pas de distinction. Son amour féroce et primitif s'étendait également aux deux. Olivier ne pouvait pas parler, ne pouvait pas bouger. Il ne pouvait que regarder avec l'estomac révulsé et un nœud d'émotion si serré dans la gorge qu'il avait du mal à respirer. Il était témoin du miracle le plus obscène et le plus beau qu'il n'ait jamais vu. La survie poussée par un amour pur dans l'endroit le plus sombre et le plus désespéré imaginable. « Combien de temps es-tu ici » réussit-il enfin à demander, sa voix brisée par l'émotion. Arthur ne leva pas les yeux, concentré sur sa tâche. « Depuis que ma maman est partie. »« Et ton père ?» Un haussement d'épaule. « Je ne l'ai jamais connu. »« Et les bébés ? Es-tu sûr de les avoir trouvés hier soir ? » Personne n'est venu les chercher. Rien. Arthur secoua la tête. Personne. Il n'y avait que dans une boîte en carton, il criait. Sa voix se brisa en s'en souvenant. Il criait et personne ne venait. L'image se détailla dans l'esprit d'Olivier, complète, brutale. Près d'1 heure s'écoula à observer le rituel d'Arthur, la nourriture,
le nettoyage avec des chiffons humides, utilisant une précieuse réserve d'eau en bouteille. Le changement des chiffons qui servaient de couche, le bercement constant. Chaque mouvement d'Arthur était économique, précis, appris par la nécessité la plus urgente. Il n'y avait pas de place pour l'erreur. Une erreur signifiait la maladie, des pleurs qui pouvaient les trahir, la mort. Olivier se rendit compte qu'il tremblait, non de froid, bien que l'air dans le renfoncement fût glacial, mais d'une rage sourde et croissante. Une rage contre le monde qui permettait que cela arrive, contre les parents qui avaient abandonné ces innocents, contre la société qui passait son chemin et contre lui-même pour avoir été l'un de ceux qui passaient leur chemin jour après jour, jetant des pièces comme si cela suffisait. Finalement, lorsque les bébés semblèrent endormis, blottis les uns contre les autres pour se tenir chaud, Arthur s'appuya contre le mur, épuisé. La petite bouteille de lait concentré était presque vide. Son corps mince semblait sur le point de se briser. Olivier prit une décision. Ce n'était pas une décision calculée. Elle venait du plus profond de ses entrailles, d'un endroit qui était resté enfoui sous des couches de cynisme et d'ambition pendant des décennies. « Vous ne pouvez pas rester ici », dit sa voix ferme mais douce, chargée d'une détermination qui n'admettait aucune discussion. « Toi et les bébés, vous venez avec moi maintenant. » Arthur se tendit immédiatement, serrant instinctivement les jumeaux endormis. « Où ? Au commissariat ? Au foyer d'accueil ? Non, je te l'ai dit. » Non, chez moi, dit Olivier. Et les mots sonnèrent si étranges et définitifs dans cet endroit de misère que lui-même fut surpris de les entendre. J'ai une grande maison chaude avec de la nourriture, du vrai lait, de vraies couches, des lits. Arthur le regarda avec méfiance, ses yeux le scrutant à la recherche du piège. Le mensonge, la cruauté qu'il attendait toujours des adultes. Pourquoi, demanda-t-il avec des filets. Pourquoi feriez-vous cela? Olivier soupira, cherchant les mots justes. Il ne pouvait pas expliquer le vide qu'il ressentait, ni le profond changement qui s'opérait en lui. Il ne pouvait pas expliquer que pour la première fois en 20 ans, il se sentait complètement vivant, complètement humain, au bord de cet abîme de désespoir étranger. Parce que c'est la bonne chose à faire, dit-il simplement. Et parce que je ne peux pas partir et vous laisser ici. Je ne peux pas. Il tendit la main, non pour prendre, mais pour offrir une grande main propre qui avait signé des chèques de millions, maintenant tendue dans l'obscurité vers un enfant qui avait tout perdu. Arthur regarda la main, regarda les bébés endormis dont la respiration était un fil de vie fragile. Il regarda son propre monde de faim et de froid. La tentation de la promesse de chaleur, de nourriture, de sécurité était accablante, mais la peur était plus forte. Et après, murmura sa voix chargée d'un scepticisme qui ne convenait pas à son âge. Vous nous laisserez rester ou appellerez-vous la police après? Je te donne ma parole, dit Olivier. Et chaque mot pesait une tonne. Ma parole que personne ne vous séparera, que vous serez tous les trois en sécurité. Ce fut le mot tous les trois qui brisa la résistance finale d'Arthur. L'inclusion. Il ne s'agissait pas seulement de sauver les bébés, il s'agissait de le sauver lui aussi. Quelque chose se brisa dans sa petite poitrine. Un sanglot sec et rauque s'échappa de ses lèvres. Il hocha la tête une seule fois, accablé pour parler. Avec des mouvements lents et prudents, comme s'il craignait de réveiller les bébés ou de briser l'enchantement de cette nouvelle et fragile espérance, Arthur commença à envelopper de nouveau les jumeaux dans les couvertures. Olivier retira son très coûteux manteau de cachemire et l'étendit sur le sol. « Mettez-les ici, ordonna-t-il. Ce sera plus chaud. » Arthur obéit, plaçant les bébés enveloppés au centre du manteau. Puis Olivier les ramassa avec un soin extrême, formant une sorte de hamac improvisé avec le tissu coûteux. Les bébés, bercés dans la douce laine, ne bougèrent même pas. « Allons, dit Olivier avec le paquet le plus précieux qu'il n'ait jamais tenu dans ses bras. » Ils rampèrent à travers le trou dans le panneau de plâtre et sortirent dans le couloir désolé. La procession de retour fut encore plus surréaliste que celle de l'aller. Olivier Delacroix, avec son costume sur mesure trempé et taché, portant deux bébés abandonnés enveloppés dans son manteau à 2000 €, suivi par un enfant en haillons et silencieux qui s'accrochait à l'ourlet de sa veste. Ils descendirent les escaliers, sortirent dans la nuit froide et marchèrent vers l'endroit où était garée la Bentley. Le chauffeur, un homme d'âge mûr à l'expression imperturbable nommé Bernard Dubois, était appuyé contre la voiture, fumant une cigarette. En voyant son patron approcher, il se redressa immédiatement et son visage professionnel se fendit complètement en voyant ce qu'il portait dans ses bras et l'enfant qui le suivait. « Monsieur Delacroix, commença-t-il,
bouche bée. Ouvre la porte, Bernard ordonna Olivier d'une voix qui n'admettait aucune question, et conduit à la maison. Lentement, Bernard, étourdi, obéit. Il ouvrit la porte arrière et Olivier se glissa à l'intérieur, plaçant le paquet de bébés avec le plus grand soin sur le siège en cuir. Arthur resta debout sur le trottoir, regardant l'intérieur du véhicule luxueux comme s'il s'agissait d'un vaisseau spatial, craignant de tacher sa perfection avec sa saleté. « Monte, dit Olivier de l'intérieur. »« Allez. » Arthur posa un pied nu et boueux sur le tapis immaculé de la Bentley. Il s'installa sur le bord du siège, le plus loin possible d'Olivier et des bébés, se recroquevillant pour occuper le moins d'espace possible. Bernard referma la porte et s'assit au volant, jetant des regards incrédules dans le rétroviseur. La voiture démarra et glissa doucement dans les rues, s'éloignant de la cité des Rosiers à Chinon. L'intérieur était dans un silence absolu, seulement rompu par la respiration tranquille des bébés endormis et le léger tremblement d'Arthur qu'il ne pouvait contrôler. Olivier regarda par la fenêtre, voyant les fantômes de la pauvreté céder la place aux lumières brillantes des quartiers aisés. Le contraste était obscène. Il se sentait comme s'il avait traversé une autre planète, emportant avec lui un morceau de la réalité crue qu'il avait toujours ignorée. Soudain, Arthur rompit le silence. Sa voix était un filet de son dans la quiétude climatisée. « Je ne savais pas quoi leur donner, murmura-t-il sans quitter la fenêtre des yeux. Olivier se tourna vers lui. « Pardon ?» Des noms, clarifia Arthur avec une pointe de timidité. Les bébés, je devais bien les appeler d'une manière ou d'une autre pour les calmer, pour qu'ils sachent qu'ils sont quelqu'un. Olivier sentit la révélation. Et comment les as-tu appelés? Arthur se tourna vers lui et pour la première fois, une étincelle de quelque chose qui n'était pas la peur ou le désespoir brilla dans ses yeux profonds. C'était un éclair de fierté, de créativité, d'amour pur. Le petit, dit-il, désignant doucement celui qui avait pleuré et sucé son doigt avec avidité. Je l'ai appelé Léa, l'espoir. Il désigna ensuite l'autre bébé, la petite silencieuse et observatrice dont la petite main dépassait du manteau et se refermait sur rien. Et la fille, je l'ai appelée Manon, la grâce. Léa et Manon. Espoir et grâce, nommés par un enfant affamé dans un trou dans le mur, avec la foi que ces concepts abstraits et beaux les protégeraient du froid et de la faim. Olivier ne put se contenir plus longtemps. Une larme chaude et salée s'échappa de son œil et roula sur sa joue, nettoyant une trace de saleté sur sa peau. L'émotion l'envahit. Un tsunami de douleur, d'admiration, d'un amour instantané et féroce pour ces trois petits êtres abandonnés. Il baissa la tête, sanglotant en silence, tandis que la Bentley poursuivait sa route vers la sécurité, vers la chaleur, vers un avenir qui se présentait soudainement comme accablant de complexité et de sens. Arthur le regarda pleurer, confus, tendit sa petite main sale et la posa avec une timidité infinie sur le bras élégamment vêtu d'Olivier. C'était un geste de réconfort. Un enfant consolant un adulte. Le consolé étant le consolateur. « C'est bon, monsieur, murmura Arthur, répétant les mots vides qu'on lui avait tant de fois dit à lui-même. Ne pleurez pas, ils sont en sécurité maintenant, ils sont au chaud. Olivier leva les yeux. Ses yeux embués rencontrèrent ceux clairs et sérieux du garçon. Il prit la petite main dans la sienne, sans se soucier de la saleté, et la serra doucement. Oui, Arthur, dit sa voix, chargée d'une promesse qui résonnerait pour le reste de sa vie. Ils le sont, vous le serez tous les trois. La voiture tourna et s'arrêta devant l'imposante façade de la villa d'Olivier, une structure moderne de verre et d'acier qui se dressait comme un phare de richesse et d'ordre. Les lumières du porche s'allumèrent automatiquement, illuminant la pluie qui tombait maintenant avec plus de force. Bernard ouvrit la porte. Olivier sortit le premier, portant toujours Léa et Manon. Puis il tendit sa main libre à Arthur qui sortit en hésitant, regardant avec étonnement la demeure qui se dressait devant lui. Ils montèrent les marches de marbre. Olivier chercha les clés d'une main tremblante, ouvrit la lourde porte et entra dans le vaste vestibule où la chaleur du chauffage central les enveloppa comme une étreinte. La lumière d'un lustre en cristal illumina le sol poli, les tableaux abstraits coûteux sur les murs, le silence absolu et ordonné d'une vie vécue seule. Arthur resta sur le seuil, paralysé par l'éclat et la propreté, ses pieds boueux sur le paillasson. C'était un animal sauvage se penchant à l'entrée d'une grotte qui n'était pas la sienne. Olivier s'agenouilla devant lui, toujours avec les bébés dans les bras. « Bienvenue à la maison, Arthur, dit-il, et il sourit à travers les larmes. Ce fut alors qu'il remarqua quelque chose,
quelque chose qu'il n'avait pas vu dans la pénombre du trou dans le mur ni dans l'obscurité de la voiture. Maintenant, sous la lumière brillante et crue du lustre en cristal, il le vit avec une clarté totale. Tandis qu'Arthur le consolait dans la voiture, la manche râpée de la veste d'Arthur s'était rétractée, révélant son avant-bras mince. Et là, sur la peau pâle et sale, juste en dessous de la courbe du coude, il y avait une marque. Ce n'était ni une ecchymose ni une saleté. C'était quelque chose de beaucoup plus délibéré, une série de petites cicatrices précises, de fines lignes croisées comme si quelqu'un avait pratiqué encore et encore avec une lame ou une aiguille, essayant de former quelque chose, un motif. Un motif qui, maintenant qu'il le voyait complet, lui semblait horriblement familier. Elles étaient grossières, maladroitement taillées dans la chair d'un enfant mais inconfondables. Elles formaient une lettre, un T majuscule stylisé, le même logo qui apparaissait sur les documents de son entreprise, sur la porte de ses bâtiments, sur les uniformes de ses gardes de sécurité. Le logo de Thorn Enterprises. L'air lui coupa la respiration. Son regard s'éleva du bras du garçon vers son visage qui le regardait avec un mélange d'espoir et de peur, complètement inconscient de l'horrible découverte d'Olivier. Arthur, bégaya Olivier, sa voix à peine un filet de son. Le bras, qu'est-ce que c'est? Le garçon suivit son regard et baissa les yeux vers son propre avant-bras. Une vague de panique l'envahit instantanément et il tira la manche vers le bas pour couvrir la marque comme s'il avait été pris en flagrant délit d'une terrible honte. Rien, murmura-t-il, détournant le regard. Ce n'est rien. Mais c'était quelque chose. C'était quelque chose de monumental et de terrifiant. Olivier se leva lentement, le monde tournant autour de lui. Les bébés dans ses bras semblaient peser des tonnes. Il regarda la marque, maintenant cachée mais gravée au fer rouge dans son propre esprit. Il regarda le visage émacié d'Arthur, ses yeux sombres, la couleur de ses cheveux, la forme de son menton. Des fragments d'un puzzle que son esprit, entraîné à connecter des motifs et des opportunités, commença à assembler avec une appréhension croissante. Ce n'était pas seulement une marque, c'était un signe, un message désespéré et tortueux. « Laisse-moi voir » insista Olivier, et sa voix n'était plus celle d'un sauveur compatissant, mais celle d'un homme au bord d'un abîme qui s'ouvrait sous ses pieds. Il y avait une urgence nouvelle, sombre dans son ton. Arthur recula d'un pas, heurtant le cadre de la porte fermée. Il nia avec véhémence. La peur qu'Olivier avait réussi à calmer revint multiplier comme s'il avait touché la racine même de sa terreur. « Ce n'est pas à moi, c'est juste à moi », cria-t-il en se recroquevillant, protégeant son bras avec l'autre comme s'il avait été frappé. Mais Olivier en avait déjà vu assez. La forme du T, la grossière imitation d'un logo d'entreprise. L'emplacement, ce n'était pas un tatouage, c'était une cicatrice. Quelqu'un le lui avait fait. Quelqu'un avait marqué cet enfant comme du bétail. Et alors, la pièce finale du puzzle s'assembla avec un choc sec et brutal dans son esprit. Un souvenir enfoui, une nouvelle qu'il avait lue il y a des années. En passant, dans un coin de journal, une affaire jamais résolue qui s'était diluée dans le brouillard des disparitions sans importance. Amélie. Le nom lui vint à l'esprit comme un éclair dans une nuit sombre. Amélie, la jeune et brillante stagiaire de son département juridique. Amélie au sourire facile et à l'ambition débordante. Amélie qui avait disparu sans laisser de traces il y a presque une décennie. Une de ces histoires tragiques qui faisait la une des rédactions pendant une semaine. Puis le monde continuait de tourner. Mais Amélie, un petit garçon, un enfant dont personne n'avait plus jamais entendu parler. Un enfant qui, selon les rumeurs du bureau, avait pour père un homme puissant, un homme marié, un homme dont le nom était murmuré mais jamais imprimé. Un homme sur lequel Amélie avait commencé à poser des questions embarrassantes juste avant de disparaître. Des questions sur des fonds détournés, sur des pots de vin, sur des pratiques qu'Olivier Delacroix, dans son ascension imparable, avait préféré ignorer, mais dont il était tangentiellement conscient. Et l'homme dont on murmurait était son propre associé, son bras droit, le président de Thorn Enterprises, Philippe Moreau. Olivier regarda Arthur. Il le regarda vraiment au-delà de la saleté et de la dénutrition. Il chercha dans les yeux sombres, dans la forme de la lèvre supérieure, dans l'arc des sourcils et il le vit. Il vit le fantôme d'Amélie dans la courbe de son sourire tremblant. Il vit l'ombre de Philippe dans la fermeté obstinée de son regard quand il protégeait les bébés. Ce n'était pas seulement un enfant de la rue. C'était le fils d'Amélie, l'enfant disparu, le témoin silencieux d'un crime qu'Olivier, dans sa confortable bulle de pouvoir, avait permis de s'estomper.
Et quelqu'un, probablement Philippe ou quelqu'un sous ses ordres, l'avait marqué. Non par cruauté gratuite, non. C'était un rappel, un avertissement silencieux et brutal, gravé dans sa chair pour qu'il n'oublie jamais à qui il appartenait. Qui contrôlait son destin, qui pouvait lui faire du mal s'il parlait un jour. Le thé des entreprises Thorne, une marque de propriété sadique, une chaîne perpétuelle sur la peau. La révélation fut si violente qu'Olivier sentit le sol du luxueux vestibule s'ouvrir sous ses pieds. Il n'avait pas seulement recueilli 3 enfants abandonnés, il avait recueilli une bombe à retardement vivante. Il avait introduit chez lui, au cœur même de sa vie ordonnée, la preuve vivante d'une corruption et d'une méchanceté qui s'étendait jusqu'aux plus hautes sphères de son propre empire. Et Philippe. Philippe était son ami, son associé depuis l'université, l'homme avec qui il avait construit tout cela, l'homme qui dînait chez lui, qui jouait au golf avec lui le dimanche, qui connaissait tous ses secrets financiers. Son cœur battait si fort que cela résonnait dans ses oreilles. Il serra les bébés Léa et Manon un peu plus fort, comme s'il pouvait les protéger de la chute vertigineuse de son monde. Eux, innocents absolus, au milieu de la tempête qui s'annonçait. Arthur continuait de le regarder, confus par le changement soudain, par l'horreur qui devait être peinte sur le visage d'Olivier. « Monsieur, qu'est-ce qui se passe ?» Olivier ouvrit la bouche, mais les mots ne sortirent pas. Que pouvait-il dire ? « Je crois que tu es le fils d'une femme que mon associé a probablement tué et qu'il t'a marqué comme un animal. » Le son d'un téléphone rompit la tension stridente et aiguë dans le silence sépulcral du vestibule. Ce n'était pas le téléphone personnel d'Olivier, c'était la ligne sécurisée, celle qu'il n'utilisait que pour les affaires urgentes de l'entreprise, celle que seule une poignée de personnes connaissaient. Bernard, qui était resté discrètement à l'entrée, s'approcha avec l'appareil sans fil à la main. Son visage était un masque d'inquiétude. « Monsieur Delacroix, c'est pour vous. » « C'est Monsieur Moreau. Il dit que c'est extrêmement urgent. » Le nom tomba comme un bloc de glace dans l'estomac d'Olivier. « Philippe !» Juste maintenant, juste à cet instant. Cela ne pouvait pas être une coïncidence. Olivier regarda le téléphone comme si c'était un serpent. Il regarda Arthur, les mains tremblantes. Il regarda les bébés endormis dans ses bras. Inconscient de tout, la chaleur parfaite de la maison se fit oppressive comme l'air immobile avant un ouragan. Il prit le téléphone d'une main tremblante. La voix à l'autre bout était celle de toujours, douce, confiante, presque joviale. Mais cette nuit-là, Olivier entendit autre chose sous la surface. Une tension d'acier, une urgence déguisée en cordialité. « Olivier, mon vieil ami, Bernard m'a dit qu'il t'avait ramené à la maison. Une soirée précoce pour toi ? » « Non. » La voix de Philippe résonna, trop familière. Olivier lutta pour garder son calme. « Philippe, qu'est-ce qui se passe ? » « Oh, rien de grave. Je voulais juste revoir quelques chiffres de l'acquisition de la Zonay. Ceux de la comptabilité ont travaillé tard et ont trouvé quelques écarts, des choses mineures, tu sais. Mais j'ai pensé que nous pourrions y jeter un œil maintenant par appel vidéo. J'ai les documents ici. Cela te dérange si je te connecte ? » Olivier sentit un frisson mortel. Ce n'étaient pas des chiffres. Ce n'était pas l'acquisition de l'Est. Philippe ne travaillait jamais si tard et ne vérifiait jamais personnellement des écarts mineurs. C'était une excuse parfaite pour allumer une caméra et avoir un regard indiscret, curieux, à l'intérieur de la maison d'Olivier pour voir quoi ou qui il avait ramené. Son regard se posa sur Arthur, l'enfant marqué, la preuve vivante, assis juste dans le champ de vision de la caméra de sécurité du vestibule à laquelle Philippe, en tant qu'associé principal, avait un accès à distance en cas d'urgence. Il l'aurait déjà vérifié, il aurait reconnu à travers la saleté et les années les traits de l'enfant qu'il croyait contrôlé, disparu ou mort. La moindre seconde de silence de la part d'Olivier était une confirmation. Il pouvait le sentir. Maintenant, ce n'est pas le bon moment, dit Olivier, s'efforçant de faire en sorte que sa voix sonne normale, fatiguée, irritée par l'interruption. Je suis indisposé. Oh. La voix de Philippe dégoulinait de fausse inquiétude. Rien de grave, j'espère. Bernard a mentionné que tu semblais agité, que tu avais ramené quelqu'un. Tout va bien là-bas ? La question était un couteau enveloppé de soie. Qui est là avec toi, Olivier ? Olivier sentit le poids du mensonge l'écraser. Mentir directement serait inutile si Philippe avait déjà vu quelque chose.
dire la vérité serait signer un arrêt de mort pour Arthur et probablement pour les bébés et pour lui-même. Juste une affaire personnelle, balbutia-t-il, regardant fixement Arthur, essayant de lui transmettre du regard qu'il devait rester immobile, se taire. Rien d'inquiétant. Il y eut une pause de l'autre côté, une pause lourde, pesante comme du plomb. Olivier pouvait presque entendre les rouages tourner dans l'esprit de Philippe, recalculant, réévaluant la menace. « Eh bien, je ne veux pas m'immiscer dans tes affaires personnelles, Olivier, dit finalement Philippe et sa voix avait perdu toute trace de chaleur. Elle était plate, froide, professionnelle, le ton qu'il utilisait avant de renvoyer quelqu'un ou de liquider une entreprise. Mais ces écarts sont assez significatifs. Nous pourrions même dire délicats. Ils impliquent des transactions offshore que tu as personnellement autorisées. Ce serait dommage qu'elles surgissent au mauvais moment. Tu ne crois pas? C'était une menace voilée, claire et brutale. Raccroche, éloigne cet enfant de la caméra. Fais ce que je dis ou je ferai en sorte que tu tombes avec moi. Olivier ferma les yeux. Le poids de sa propre complicité, des raccourcis qu'il avait pris, des vérités qu'il avait ignorées pour atteindre le sommet, tomba sur lui de toute sa force. Il était piégé. Philippe non seulement contrôlait l'entreprise, mais il avait suffisamment de choses sales sur Olivier pour l'enterrer. Et maintenant, il avait aussi une raison de vouloir le faire. Il ouvrit les yeux et regarda Arthur. Le garçon l'observait, les yeux grands ouverts, retenant son souffle, sentant le danger dans l'air, même s'il n'en comprenait pas les contours. C'était un enfant qui avait survécu à l'impensable, qui avait pris soin de 2 bébés abandonnés dans un trou dans le mur, qui portait la marque d'un monstre sur la peau. Et à ce moment-là, Olivier Delacroix le sut. Sa vie de luxe, indifférente, de succès vide, était terminée. Il n'y avait plus de retour en arrière. La fissure s'était ouverte et par elle s'était infiltrée la réalité crue, terrible et belle. Olivier. La voix de Philippe coupa le silence, aiguisée comme du verre. Tu es toujours là. Olivier prit une décision. La seule décision qu'il pouvait prendre, non par logique, non par peur, non par argent, mais pour un enfant marqué de son initiale et 2 bébés appelés Léa et Manon, symbolisant l'espérance et la grâce. Oui, Philippe, dit-il. Et sa propre voix lui sonna étrange, nouvelle, chargée d'un calme terrible. Je suis toujours là et nous avons beaucoup à nous dire. Et sans attendre de réponse, il appuya sur le bouton pour mettre fin à l'appel. Le silence revint dans le vestibule, mais c'était maintenant un silence différent. C'était le silence qui suit le premier coup de feu d'une guerre. Il posa le téléphone sans fil sur la console en marbre d'un coup sec qui résonna dans la vaste pièce. Il se tourna vers Bernard qui observait la scène avec une alarme croissante. Bernard, dit Olivier et sa voix n'admettait aucune discussion. Prends ta trousse de premier secours, la plus complète, et apporte des serviettes chaudes, maintenant. Puis il s'agenouilla devant Arthur qui restait recroquevillé.